Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Finances publiques, Public Finance. Collection dirigée par, Collection directed by Thierry Lambert. Les finances publiques connaissent un développement important et se diversifient. Cette discipline couvre notamment les finances de l'État, le droit public financier, le droit fiscal, les finances communautaires, les finances locales, les finances sociales, les finances internationales et comparées, les procédures fiscales ainsi que le droit douanier. Ces questions peuvent être envisagées dans un cadre national, communautaire ou mondial. La présente collection a pour vocation de publier des travaux originaux, thèses, essais, colloques, ou de factures plus classiques, manuels, commentaires de textes, recueils de documents. Elle a aussi pour ambition de rééditer des ouvrages aujourd'hui introuvables, mais fort utiles, dès lors qu'ils s'imposent comme référence et qu'ils sont agrémentés d'une préface substantielle. Public Finance Steadily Developing and Diversifying. 10 disciplines more particularly covers State Finance, Public Finance Law, Tax Law, U-Finance, Local Finance, Social Finance, International and Comparative Finance, Tax Procedure and Customs Law. Those questions can be considered within a national community or global framework. The aim of this collection is to publish original works, thèses, essays, symposium, or more traditional ones, textbooks, text analysis, collection of documents. In addition, it is meant to republish books which are currently untraceable no matter how useful provided they stand as genuine reference and contain substantial préface. Dernière parution. Jean Bosco KAOMBAMUTUMBA. La gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, 2021. Vincent Drezet, Ophélie Vildet, Notre argent public, pour mieux vivre ensemble, 2020. Mohamed Arakat, Finances publiques et réforme de l'État, le cas du Maroc, 2020. Mathurin MBOUNOUNGOPO, La fiscalité et l'impératif de développement du Centrafrique, 2019. Emmanuel JOANNARDLARDANT, L'établissement de la preuve fiscale, essai de droit processuel, 2019. Dominique Villemot, Le débat fiscal, une passion française, 2019. Aurélie Dor, Fiscalité et sécurité sociale, étude de la fiscalisation des ressources de la sécurité sociale, 2019. Préface. Qu'elle soit de transition ou de rupture, industrielle, financière ou sociale, responsable voire frugale, l'innovation est incontestablement au cœur de nos sociétés modernes. Elle détermine notre avenir et, si possible, un avenir meilleur. Notre intérêt bien compris serait donc de promouvoir l'innovation, grâce à des politiques publiques incitatives. Dans une logique de marché soumis à la concurrence, deux approches se distinguent en raison de l'efficacité escomptée. La propriété industrielle et la fiscalité. Pour la première, il s'agit de protéger l'auteur d'une solution innovante contre les formes de concurrence les plus rudes en lui conférant un droit exclusif sur les usages économiques de ses créations. La seconde, en décidant de moduler la contribution publique due au titre de certaines activités économiques, permet d'en alléger la charge au profit des promoteurs de l'innovation. À chacune sa méthode. L'exclusivité pour l'une, la fiscalité privilégiée pour l'autre. Le grand mérite du présent ouvrage est d'analyser les effets combinés de ces deux mécanismes. M. Gebandi Nadjombe décloisonne les logiques propres au droit de la propriété industrielle et plus particulièrement au droit des brevets, et celles propres au droit fiscal. Que l'on ne s'y trompe pas, l'ambition de l'auteur n'est pas d'exposer les règles fiscales applicables aux actifs de propriété industrielle. S'il y procède, c'est pour porter un regard critique sur la fiscalité privilégiée en propriété industrielle et ses effets sur les plans macro- et microéconomiques. Cet important travail de réflexion invite à reconsidérer la pertinence de certaines mesures de politique fiscale en matière d'innovation, pour en améliorer l'efficacité au plan économique. L'auteur formule deux critiques majeures auxquelles répondent plusieurs propositions pour y remédier. La première critique vise certains avantages jugés non pertinents, au profit des revenus tirés de l'exploitation des droits de propriété industrielle. Si les incitations fiscales relatives aux activités de R&D paraissent fondées dans la mesure où elles concernent une phase de l'innovation située en amont de la prise de brevet, les faveurs fiscales situées en aval, autrement dit les patent box, devraient être supprimées. Sur ce point,
L'auteur réserve cependant l'hypothèse de l'open innovation qui mérite un traitement fiscal de faveur. L'autre critique formulée par l'auteur concerne l'adoption d'une conception étriquée de l'innovation qui, centrée sur les inventions industrielles, oublie le rôle crucial de l'innovation non technologique. Ce faisant, la fiscalité privilégiée en propriété industrielle ignore un pan pourtant essentiel pour l'innovation, les marques et le design. M. Najombe plaide donc pour une autre politique fiscale qui ciblerait tous les droits de propriété industrielle, mais se concentrerait sur les étapes antérieures à la mise sur le marché des produits ou services. L'enjeu majeur serait de faciliter la traversée de la vallée de la mort, qui expose les entreprises engagées dans une phase de développement de nouveaux projets à des risques très importants en raison des dépenses à engager avant la phase de commercialisation. Ces quelques mots en guise de préface ne peuvent suffire pour révéler toute la richesse de la thèse brillamment défendue par M. Gbandi Najombe, docteur en droit de l'Université de Nantes, titulaire d'un master en droit de la propriété intellectuelle et lauréat du prix de l'APRAM en 2016. Qu'elle conduise ou non à adhérer aux thèses de l'auteur, la lecture fournit les clés de compréhension de ce sujet crucial. C'est là un autre mérite de l'ouvrage. Jean-Pierre Clavier, professeur de droit privé à l'Université de Nantes, IRDPEA 1166, directeur du master, droit de la propriété intellectuelle. Avertissement. Cet ouvrage constitue la version actualisée de ma thèse de doctorat en droit privé, soutenue publiquement à la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Nantes le 15 septembre 2020. L'université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans la présente thèse. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. Remerciements. J'adresse mes sincères remerciements à Monsieur le professeur Jean-Pierre Clavier pour la confiance qu'il m'a accordée en acceptant de me prendre sous sa direction, ses précieux conseils et son soutien dans l'élaboration de cette thèse. Je remercie aussi les membres et les doctorants de l'Institut de recherche en droit privé, IRDP. La présence de plusieurs d'entre eux a permis de vivre moins de solitude dans la réalisation de ce travail. Je n'oublie pas Marie-Odile pour avoir facilité de nombreuses démarches administratives. Mes remerciements s'adressent également à mes amis Aurélie, Kekeli, Robert, Romaric et Vina pour leurs précieuses contributions dans la finalisation de la thèse. Enfin, je tiens à remercier mes parents, Marthe et Paul, et ma chère bien-aimée Odile, pour leur soutien indéfectible et leurs prières durant toute la durée de mes recherches. Principales abréviations. Le meilleur de tous les impôts est le plus petit. Jean-Baptiste Say. Introduction. 1. Les enjeux fiscaux de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle fait l'objet d'une attention fiscale qui ne cesse de grandir dans de nombreux pays, en particulier au sein des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. En effet, elle bénéficie de régimes fiscaux attractifs dont la multiplication ces dernières années a entraîné certaines problématiques fiscales. Soupçonnée de favoriser une réduction excessive de la base imposable de certaines entreprises, notamment des groupes multinationaux, ces régimes appliquant une fiscalité favorable aux droits de propriété intellectuelle ont été beaucoup décriés. En 2013, l'OCDE a initié le projet CEP, Base Erosion and Profit Shifting, ou érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, avec pour principal objectif la refonte du système fiscal international des entreprises afin d'aboutir à une imposition effective des bénéfices là où ils ont été réalisés. Ce projet a abouti à la publication de 15 rapports finaux en octobre 2015, dont le 5e s'intéresse particulièrement à la fiscalité privilégiée s'appliquant aux revenus issus de l'exploitation de certains droits de propriété intellectuelle. Cette fiscalité de faveur continue de susciter un intérêt particulier, car les mesures adoptées dans le cadre de cette initiative internationale sont encore en phase de mise en œuvre. Si ces régimes spécifiques suscitent un tel intérêt, c'est parce que la propriété intellectuelle représente, en ce XXIe siècle, une part très importante de la création de valeur des entreprises et joue un rôle essentiel dans le commerce international. 2. Le numérique et la fiscalité de la propriété intellectuelle. Le numérique,
malgré ses nombreux avantages sur les économies modernes, favoriserait des stratégies permettant à certaines grandes multinationales de réduire significativement le montant de leurs impôts au niveau des différents pays dans lesquels elles opèrent. En effet, les règles classiques gouvernant l'imposition des entreprises sont essentiellement assises sur le principe de la territorialité de l'impôt et apparaissent difficilement applicables à l'économie numérique. Le caractère international de cette économie et la dématérialisation des échanges qu'elle entraîne permettent à certains grands groupes du numérique, dont les plus importants sont regroupés sous l'acronyme GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, de délocaliser artificiellement avec une plus grande facilité leurs bénéfices vers des pays disposant d'une fiscalité privilégiée ou ayant un faible taux d'imposition de droit commun. Il n'est pas nécessaire de localiser la consommation des services et les sociétés de l'économie numérique, fournissant ces derniers dans un seul et même État. Comme l'observait le professeur Jean-Claude Martinez, dans l'économie de l'immatériel, la matière imposable et les contribuables sont semblables aux oiseaux migrateurs qui, au moindre changement de climat fiscal, reprennent leur envol. Une autre particularité des entreprises digitales tient au fait qu'une partie importante de leurs activités repose sur les contributions gratuites des utilisateurs, valorisation économique des données des internautes par exemple. Cette situation est source de difficultés supplémentaires car les systèmes fiscaux actuels n'appréhendent pas de telles contributions. Un consensus international sur les règles fiscales particulières à appliquer aux grandes entreprises du secteur numérique demeure la seule solution efficace. La réponse la plus appropriée aux défis fiscaux de l'économie numérique doit être globale. Même si la révolution numérique peut faciliter l'utilisation abusive de la fiscalité privilégiée dont bénéficie la propriété intellectuelle, il ne serait pas raisonnable de lier systématiquement les deux questions. Si parmi les activités économiques des grandes entreprises du numérique, on identifie des transactions portant sur des droits de propriété intellectuelle, la fiscalité devrait s'appliquer aux revenus issus de leur exploitation. La réduction, parfois très significative, du montant de l'impôt finalement payé par ces entreprises ne serait pas directement liée à la spécificité de leurs activités, mais résulterait de l'application de règles fiscales souverainement adoptées par les États. 3. La limitation de l'étude à la propriété industrielle. Il est question d'envisager dans la présente étude la fiscalité privilégiée en propriété industrielle, c'est-à-dire à l'égard des principaux droits composant cette branche de la propriété intellectuelle, à savoir les brevets, marques et dessins et modèles. Si la présente étude n'aborde pas les problématiques fiscales liées à la propriété littéraire et artistique, ce n'est pas parce que celle-ci a une faible importance économique. Le droit d'auteur joue un rôle essentiel pour certains acteurs économiques comme ceux de l'industrie cinématographique ou des jeux vidéo, pour lesquels les investissements consacrés à la création sont très importants. Le droit fiscal accorde une certaine attention à ces acteurs dont l'implication dans la croissance économique des États ne cesse de croître. Ainsi, en France, plusieurs crédits d'impôt ont été institués en faveur des industries cinématographiques et culturelles. On peut citer le crédit d'impôt audiovisuel en faveur des dépenses de production cinématographique des entreprises assumant les fonctions de production déléguée, le crédit d'impôt international s'appliquant aux opérations effectuées en France par des entreprises de production situées à l'étranger, ou encore le crédit d'impôt destiné à soutenir les dépenses de création des jeux vidéo, communément appelé crédit d'impôt jeux vidéo. Il n'y a donc pas une absence totale de soutiens fiscaux en faveur du droit d'auteur. Cependant, les différents régimes fiscaux attractifs, applicables directement aux droits de propriété intellectuelle, privilégient ceux issus des créations techniques et ce constat, au cœur de l'étude, justifie le cantonnement de celle-ci à la propriété industrielle. Même s'il existe, en France et dans plusieurs autres États, une fiscalité avantageuse en faveur des revenus issus de l'exploitation des logiciels protégés par le droit d'auteur, c'est en raison des similitudes existant entre ceux-ci et les inventions s'agissant des activités préalables nécessaires à l'obtention de la protection juridique. Section 1. La fiscalité au service de l'innovation. 5. La fiscalité joue une véritable fonction incitative dans plusieurs domaines. En propriété industrielle, celle-ci est justifiée par l'argument du soutien à l'innovation.
Ainsi, avant d'étudier cette fonction, 2. Il semble utile de déterminer les contours du concept d'innovation. 1. Les contours du concept d'innovation. 6. Si de nos jours la notion d'innovation dispose d'une connotation positive et est utilisée dans tous les domaines, cela n'a pas toujours été le cas. Cette notion est passée des ténèbres à la lumière il n'y a pas si longtemps, Même si aujourd'hui il n'existe pas une seule acception de l'innovation, toutes les définitions illustrent l'image désormais positive de celle-ci. 2. La notion d'innovation, des ténèbres à la lumière. 7. L'évolution de la signification de la notion d'innovation. La notion d'innovation avait dès ses origines une signification politique péjorative. Innover signifiait bouleverser l'ordre établi. L'innovation était un vice et les innovateurs des ennemis à abattre. Pour la majorité des philosophes ayant vécu avant Jésus-Christ à l'instar de Platon, Aristote ou Polybe, l'innovation constitue une pratique à interdire. L'interdiction de l'innovation se manifesta par la suite dans la loi, puisque le roi d'Angleterre Édouard VI incrimina explicitement celle-ci dans un édit de 1548, les innovateurs étant passibles de peines d'emprisonnement et de plusieurs autres châtiments. Le terme innovation était utilisé exclusivement dans un contexte politique, pour condamner et dissuader toute révolution de nature à renverser le pouvoir en place. Même les dictionnaires de l'époque donnaient une signification négative au terme « innovation ». On pouvait ainsi lire la définition suivante dans une encyclopédie en 1765. Nouveauté ou changement important qu'on fait dans le gouvernement politique d'un État, contre l'usage et les règles de sa constitution. Ces sortes d'innovations sont toujours des difformités dans l'ordre politique. 8. L'émergence d'une conception positive de l'innovation. La Révolution française fut un moment important dans le changement de signification de la notion d'innovation. Elle a entraîné une évolution des mentalités. Toutes les innovations, tous les changements d'ordre politique ne sont pas mauvais. L'utilité de l'innovation émerge à cette époque. Elle n'est plus nécessairement associée à un vice. Il a fallu plus de 2500 ans pour que la notion d'innovation cesse définitivement d'avoir une connotation négative et soit associée au progrès, à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Les décideurs politiques qui interdisaient l'innovation appellent désormais activement à une culture d'innovation sur leur territoire en mettant en place des mesures incitatives. L'innovation est devenue une nécessité pour toute croissance économique durable. Les pays veulent bâtir des économies de l'innovation, les régions veulent devenir des pôles d'innovation, les entreprises espèrent passer pour innovantes. Elles bénéficient désormais d'un jugement de valeur positif, en raison de son implication dans le progrès économique. Le droit, à travers diverses législations, est mis au service de la promotion de l'innovation. Jadis combattue, l'innovation est devenue la panacée à tous les problèmes socio-économiques. Les pays sont en perpétuelle concurrence en matière d'innovation. Ils sont classés par des institutions mondialement reconnues telles que l'OCDE ou l'Union européenne, UE. On observe même un changement de situation. L'absence d'innovation dans un secteur ou dans un pays est à blâmer. L'innovation devient la règle, l'état stable faisant figure d'incident. Si la notion d'innovation a acquis incontestablement une signification positive, sa définition n'est pas toujours une tâche aisée. 2. La définition de la notion d'innovation. 9. L'importance de la R&D en matière d'innovation. La R&D occupe une place assez importante en matière d'innovation car sans elle, certaines nouveautés, notamment technologiques, ne verraient pas le jour. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays, en particulier ceux membres de l'OCDE, ne cessent de multiplier leurs efforts dans la recherche. D'après les estimations de la Commission européenne, dépenser 3% du PIB de l'UE dans la recherche et l'innovation d'ici à 2020 pourrait créer 3,7 millions d'emplois et augmenter le PIB de près de 800 milliards d'euros d'ici à 2025. Le niveau d'investissement en R&D en Europe était, en 2017, de 2,07% du PIB. Voir le détail concernant les pays dans la figure numéro 1 ci-dessous. La Commission met ainsi en avant les avantages de la recherche et l'innovation pour les États.
La R&D revêt 3 facettes, d'après le manuel de Frascati de l'OCDE. La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Pour relever de la R&D, une activité doit réunir cumulativement 5 critères. Elle doit comporter un élément de nouveauté, de créativité, d'incertitude, être systématique et être transférable et ou reproductible. L'incertitude est de l'essence même de toute activité de R&D, et le système des brevets aurait été mis en place afin de récompenser les innovateurs qui parviennent à lever celle-ci. L'innovation moderne trouverait même ses origines dans l'apparition du brevet d'invention. Figure numéro 1. 10. Le risque d'une définition incomplète. Le terme innovation est souvent associé systématiquement au domaine technologique. Lorsqu'il s'agit d'évoquer l'innovation technologique, on oublie bien souvent d'associer le qualificatif technologique, comme si l'innovation relevait nécessairement et exclusivement de ce seul domaine. L'innovation ne dépend pourtant pas uniquement de l'utilisation des ressources technologiques, et ne saurait se limiter, s'agissant des droits de propriété intellectuelle, aux brevets et aux activités de R&D pouvant conduire au dépôt de ces derniers. Cette perception favorise une certaine confusion entre le concept économique d'innovation et la notion juridique d'invention. Si la R&D et les brevets constituent des sources majeures de l'innovation technologique, ils ne sont pas pour autant les seuls instruments en la matière. Il est important, après cette mise en garde, d'insister sur la nécessité d'avoir une vision complète de la notion d'innovation. 11. L'innovation, une notion à multiples facettes. La notion d'innovation recouvre plusieurs réalités, à la fois technologiques et non technologiques. Elle passe d'abord par la performance commerciale des entreprises en raison des nouveautés introduites sur le marché. L'innovation se concrétise seulement lorsque le consommateur est en mesure de s'approprier ou d'expérimenter une nouveauté disponible sur le marché. Un rapport de l'Assemblée nationale et du Sénat de 2012 définit l'innovation comme étant l'art d'intégrer le meilleur état des connaissances à un moment donné, dans un produit ou un service, et ce afin de répondre à un besoin exprimé par les citoyens ou la société. L'innovation permet non seulement de répondre aux besoins exprimés par le marché, mais aussi de proposer des solutions à ceux identifiés par les acteurs économiques eux-mêmes. Quoi qu'il en soit et comme l'indique le manuel d'Oslo, l'innovation se concrétise dès l'introduction d'une nouveauté sur le marché. C'est la raison pour laquelle, ni les brevets, ni les travaux de R&D des entreprises, ne permettent à eux seuls de saisir tous les contours de la notion d'innovation. Si l'innovation ne peut exister sans marché, on comprend dès lors la nécessité d'identifier tous les facteurs nécessaires à sa réalisation. D'une manière assez logique, la définition de la notion d'innovation comprend tout ceci. Le manuel d'Oslo propose, dans sa 3e édition, une définition plus précise. Une innovation est la mise en œuvre d'un produit, bien ou service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. L'élément nouveauté occupe une place primordiale dans cette définition et cela ne surprend guère puisqu'il est de l'essence même de ce concept. Pour le reste, il s'agit d'appliquer cet élément aux différentes activités de l'entreprise. Ainsi, pour avoir une innovation, il faut au minimum que l'une des composantes énumérées dans cette définition, produit, procédé, méthode de commercialisation ou méthode d'organisation, soit nouvelle. Ces différentes composantes peuvent être utilisées d'une manière combinée dans le cadre d'un même projet d'innovation. La définition proposée par le manuel d'Oslo permet de distinguer 3 formes d'innovation. L'innovation technologique, de produits ou de procédés, l'innovation de commercialisation et l'innovation organisationnelle. Même si cette dernière forme d'innovation n'est pas directement liée à la mise sur le marché de nouveautés, elle contribue à l'amélioration des performances des entreprises dans le cadre du processus d'innovation. L'innovation de commercialisation et l'innovation organisationnelle peuvent être regroupées sous le vocable « innovation non technologique ». L'intérêt de cette dernière catégorie est de pouvoir y intégrer toute autre forme d'innovation qui ne serait pas liée à la technologie. 12. Les droits de propriété industrielle en matière d'innovation.
Les droits de propriété industrielle, et plus généralement, tous les moyens de protection offerts par la propriété intellectuelle, droits d'auteur, brevets, marques et dessins et modèles, constituent des instruments juridiques au service de l'innovation. Le brevet permet de protéger les résultats de la R&D réalisés au prix d'importants investissements, s'échelonnant souvent sur plusieurs années. Le monopole découlant du brevet permet de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, d'après la Cour de justice dans son important arrêt Centrapharm. Si les liens entre brevet et innovation paraissent incontestables, cela n'est pas le cas des autres droits de propriété industrielle, marques et dessins et modèles. Les marques ne seraient que de simples signes distinctifs permettant la commercialisation des produits ou services, et ne sauraient entretenir un quelconque lien avec l'innovation. N'étant pas considérées comme des créations, les marques n'auraient même normalement pas leur place au sein de la propriété intellectuelle puisque leur unique objectif serait de permettre la conquête d'une clientèle. S'agissant des dessins et modèles, bien que constituant des créations, ils ne sont généralement pas considérés comme des instruments protégeant et favorisant l'innovation. Parce qu'ils ne sont pas directement liés à la technologie, les marques et les dessins et modèles ne sont pas traités comme des droits au service de l'innovation. Cette différence de perception des droits de propriété industrielle a une incidence sur leur traitement fiscal et justifierait, dans une certaine mesure, la manière dont les États mettent en œuvre la fonction incitative de la fiscalité dans ce domaine. 2. La fonction incitative de la fiscalité. 13. La fiscalité peut jouer une fonction incitative, c'est-à-dire prévoir des avantages afin d'orienter les comportements des acteurs économiques. L'étude de cette fonction dans le domaine spécifique de la propriété industrielle, 2, sera précédée de celle des fonctions classiquement assignées à la fiscalité. Les fonctions classiques de la fiscalité. 14. L'importance de la fiscalité. Présente dans tous les domaines et dans tous les pays, la fiscalité constitue l'un des domaines dans lesquels la souveraineté des États s'exprime avec le plus d'intensité. En effet, l'imposition des contribuables, personnes physiques ou morales, permet aux États de percevoir une part importante des recettes destinées au financement des dépenses publiques. Tout le monde paie, ou est tenu de payer, l'impôt que ce soit d'une manière directe, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, ou indirect, comme la taxe sur la valeur ajoutée TVA dans de nombreux pays. Dans l'exécution de cette obligation, les contribuables doivent être traités dans le respect du principe d'égalité devant la loi fiscale, consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et plus spécifiquement par l'article 13 de la même déclaration au terme duquel, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses des administrations, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. 15. Le principe de la neutralité fiscale. C'est un principe fondamental dans le domaine de la fiscalité. Les systèmes fiscaux doivent permettre de recouvrer l'impôt en évitant toute forme de discrimination, positive ou non, susceptible d'influencer les choix économiques des contribuables. Son respect impose à l'État de ne pas peser sur ces choix, en rendant certaines options plus ou moins attractives que d'autres. Tous les acteurs économiques se trouvant dans la même situation ont vocation à être, en principe, soumis aux mêmes principes fiscaux. Comme l'affirme le professeur Bernard Castagnede, le principe de neutralité traduit sur le terrain fiscal le souci d'un jeu libre et sincère des mécanismes du marché, que ne doit pas perturber l'offre d'avantages ou l'application de pénalisations venant fausser les conditions de la concurrence. Avec ce principe, la fiscalité se contenterait de sa première fonction, c'est-à-dire l'alimentation des caisses de l'État. L'impôt neutre ne doit ni inciter, ni protéger, ni moraliser, il doit se contenter d'alimenter le budget. L'article 172 alinéa 1er de la Constitution belge indique dans le même sens qu'il ne peut être établi de privilège en matière d'impôt. L'observation par le législateur du principe d'égalité devant l'impôt permet de réaliser l'équité fiscale voulue par les citoyens. Cependant, ni le principe d'égalité devant la loi, ni celui de la neutralité fiscale n'interdisent au législateur d'adopter des dispositions particulières afin de susciter certains comportements chez les contribuables.
L'alinéa second de l'article 172 de la Constitution belge, précité, confie au seul législateur le pouvoir de prévoir des dérogations au principe d'égalité devant l'impôt. Nulle exemption ou modération de l'impôt ne peut être établie que par une loi. Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions fiscales entraînant une rupture de l'égalité ne sont pas illégales lorsqu'elles sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, c'est-à-dire si la différence de traitement poursuit des objectifs clairement définis et sert l'intérêt général. Selon une jurisprudence constante du Conseil, le principe d'égalité devant la loi fiscale ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. La rupture d'égalité n'est censurée par le Conseil que si elle est manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi. La différence de traitement n'implique pas nécessairement la mise en place d'avantages fiscaux au profit de certains contribuables. Elle peut être négative ou positive. Dans le premier cas, on parle de fiscalité dissuasive comme la mise en place de taxes à la charge de certains pollueurs, fiscalité écologique, ou encore les taxes sur le tabac visant à préserver la santé publique. Il s'agit dans ce cas d'incitations négatives dont l'objectif est d'inciter les acteurs économiques ou les consommateurs à ne pas adopter certains comportements. Dans le second cas, la fiscalité est dite incitative ou positive et est utilisée comme instrument pour stimuler la croissance économique et le bien-être social des populations. Pour reprendre les propos de certains auteurs, si l'incitation fiscale est contraire à la neutralité en ce sens que le droit fiscal incite à prendre ou à ne pas prendre telle décision, elle poursuit un objectif qui, s'il est étranger au droit fiscal, n'en mérite pas moins la considération. Au contraire, la neutralité fiscale doit justifier toute condamnation de distorsion, c'est-à-dire des défauts de neutralité qui ne réalisent aucun objectif extérieur au droit fiscal. Par ailleurs, si les citoyens sont appelés à contribuer au financement des dépenses publiques en fonction de leurs facultés respectives, l'impôt ne doit pas revêtir un caractère confiscatoire. Selon le Conseil constitutionnel, l'article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respecté si un impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. L'imposition ne doit pas aboutir à la confiscation d'une partie substantielle du droit de propriété de certains contribuables. Le Conseil a ainsi censuré, en 2012, en se référant, non à la notion d'impôt confiscatoire, mais à celle d'impôt excessif, les dispositions de la loi de finances pour 2013 instaurant une surtaxe d'impôt sur le revenu conduisant à un taux marginal de 75% pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Il a jugé dans cette affaire que ces dispositions aboutissant, après déduction des cotisations sociales, à un taux d'imposition de 82%, ont pour effet de faire peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leur capacité contributive et portent atteinte à l'égalité devant la loi fiscale. La rupture de l'égalité devant l'impôt est également constatée lorsque l'imposition apparaît exagérée. Le contrôle de proportionnalité permet au Conseil de déterminer, comme en matière d'incitation fiscale, si la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et surtout, si elle n'est pas manifestement disproportionnée. En d'autres termes, ce contrôle a pour but d'empêcher une imposition pouvant porter excessivement atteinte aux droits de propriété des contribuables les plus aisés. Si l'imposition de ces derniers peut permettre d'augmenter les recettes fiscales des États, la mise en œuvre d'une fiscalité privilégiée, comme dans le domaine de la propriété industrielle, a pour vocation, même si elle produit un effet inverse, de promouvoir l'innovation des entreprises. 2. La fonction incitative de la fiscalité en propriété industrielle. 16. L'étude des critères permettant l'identification des régimes fiscaux privilégiés, A, permettra de donner par la suite un aperçu global de ceux-ci dans le domaine spécifique de la propriété industrielle, B. A. L'identification des régimes fiscaux privilégiés. 17. Les critères d'identification. L'OCDE a identifié plusieurs critères permettant de déterminer si un régime fiscal privilégié est dommageable dans son rapport de 1998 intitulé « Concurrence fiscale dommageable, un problème mondial ». Le premier de ces critères se réfère aux caractéristiques d'un régime privilégié.
celui-ci doit prévoir des taux d'imposition nuls ou peu élevés en offrant une certaine forme de préférence fiscale par rapport aux principes généraux de la fiscalité du pays concerné. Cette préférence peut prendre diverses formes comme la réduction du taux d'imposition, l'octroi de conditions préférentielles de paiement ou la restitution d'impôts. Le régime doit être préférentiel comparativement aux principes généraux de la fiscalité du pays concerné, et non à ceux appliqués dans d'autres pays. Ainsi, lorsque le taux de l'impôt sur les sociétés dans un pays donné est de 10%, l'imposition de revenus tirés de l'exploitation des droits de propriété industrielle à ce même taux n'est pas préférentielle, même si celui-ci est inférieur au niveau d'imposition de droit commun appliqué dans d'autres pays. 18. La réglementation européenne sur les aides d'État sous forme fiscale. Au terme de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne TFUE, sauf dérogation prévue par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les 4 critères cumulatifs nécessaires, selon ce texte, à la qualification d'aide d'État ont été repris de manière quasi identique dans une communication de la Commission européenne du 9 février 2004 sur l'application des règles en matière d'aide d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises. Cette communication retient les critères suivants. Un avantage sans contrepartie. Le financement de cet avantage au moyen d'une ressource d'État. L'affectation de la concurrence et des échanges. Et la sélectivité de cet avantage, c'est-à-dire le fait qu'il favorise certaines entreprises ou certaines productions. Les aides d'État sous forme fiscale sont illégales lorsqu'elles sont accordées en dehors des procédures prévues par le traité, notamment en violation de son article 108 subordonnant leur octroi à une autorisation préalable de la Commission européenne. Cependant, certaines catégories d'aides sont dispensées de cette autorisation et sont déclarées compatibles avec le marché intérieur par le règlement numéro 651/2014 du 17 juin 2014, se substituant au règlement d'exemption par catégorie numéro 800/2008 du 6 août 2008. Le règlement numéro 651/2014 vise expressément les aides fiscales en faveur des activités de R&D et de l'innovation. Les incitations fiscales prévues en propriété industrielle ne sont donc en principe pas concernées par les procédures contraignantes prévues par l'article 108 du TFUE. Les États disposent d'une certaine marge de manœuvre dans leur mise en place. B. Les incitations fiscales applicables à la propriété industrielle. 19. Les incitations fiscales en amont. Elles concernent les mesures d'aide fiscale en faveur des activités de R&D des entreprises. C'est un mode de financement indirect de la R&D, coexistant avec les dispositifs de soutien direct. Cependant, le soutien fiscal occupe une place de plus en plus importante des aides étatiques en faveur de la R&D au niveau des pays membres de l'OCDE, voire figure numéro 2. Le nombre d'États utilisant l'outil fiscal pour promouvoir la R&D sur leur territoire ne cesse d'augmenter. En 2018, 30 des 36 pays membres de l'OCDE offraient ce type d'avantages fiscaux contre 19 en 2000. Il existe une diversité de régimes fiscaux soutenant la R&D des entreprises. Ils peuvent prendre la forme d'exemption fiscale, de crédit d'impôt, de report d'impôt ou d'allègement de taux d'imposition. Ces incitations fiscales sont dites en amont, car elles sont situées avant une éventuelle protection juridique des résultats de la R&D. En effet, le recours au système des brevets nécessite généralement, en amont, la réalisation de la R&D. Même si la protection juridique n'est pas systématique et que, selon le Conseil d'État, le dépôt d'un brevet ne suffit pas à lui seul à établir le caractère substantiel d'innovation technique, l'obtention de ce titre est fortement liée à l'existence de travaux de R&D au sens technique. Par ailleurs, les conditions nécessaires à la protection d'une invention, nouveauté, activité inventive et application industrielle, sont similaires aux critères d'identification de la R&D. La nouveauté, la créativité, l'incertitude,
le caractère systématique, c'est-à-dire une activité dont les étapes ont été planifiées et les résultats consignés, et le caractère transférable ou reproductible des résultats acquis, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est la raison pour laquelle, bien qu'aucun monopole n'existe au stade de la R&D, on peut considérer que les incitations fiscales en amont sont instituées en faveur de la propriété industrielle. Figure numéro 2. 20. Les incitations fiscales en aval ou patent box. Elles sont quant à elles mises en place une fois la protection juridique octroyée et sont directement liées au monopole délivré au titulaire. Également connu sous l'expression anglaise patent box, signifiant littéralement boîte à brevets, ces soutiens fiscaux en aval permettent d'appliquer des taux effectifs d'imposition réduits aux revenus tirés de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle éligibles. Historiquement, le terme box renvoyait à la case à cocher sur la déclaration fiscale pour bénéficier de la fiscalité de faveur, et l'Irlande aurait été le premier pays à avoir mis en place un tel régime en 1973. Comme les incitations fiscales à la R&D, les patent box se sont multipliés ces dernières années, notamment au sein de l'Union européenne où en 2019, 14 États membres disposaient du régime de faveur. En 2018, les taux réduits variaient de 0% en Hongrie à 18,75% Corée du Sud, étant précisé que pour ce dernier pays, le taux attractif était compris entre 5% et 18,75%. La figure numéro 3 indique la variation des taux en fonction des pays. Figure numéro 3. Si les incitations fiscales, tant en amont qu'en aval, sont diversement mises en place par les États, elles ont la particularité de privilégier les droits de propriété intellectuelle à caractère technologique. Section 2. L'orientation de la fiscalité privilégiée. 21. L'orientation de la fiscalité privilégiée sera mise en évidence en étudiant la manière dont les États la conçoivent. 1. Il sera ensuite question de s'interroger sur sa cohérence au regard du principal objectif poursuivi par les pouvoirs publics. 2. 1. La conception de la fiscalité privilégiée. 22. Les États ont mis en place une fiscalité privilégiée sélective en propriété industrielle, qui entraîne certains comportements non souhaités. L'étude de la sélection opérée précédera celle de l'usage effectué par les contribuables. 2. La sélection opérée par la fiscalité privilégiée. 23. La limitation du champ des droits éligibles. La fiscalité de la propriété industrielle a une particularité. Elle privilégie les brevets par rapport aux marques et dessins et modèles. La notion de brevet doit, ici, être entendue au sens le plus large car elle englobe tous les titres de propriété industrielle délivrés afin de protéger les inventions, à savoir les brevets d'invention, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet. Elle se rapporte donc au titre mentionné à l'article L611A2 du Code de la propriété intellectuelle. Comme le mentionnent certains auteurs concernant le cas français, les règles fiscales applicables aux droits de propriété intellectuelle sont assez contrastées. En effet, des régimes fiscaux différents sont en vigueur, privilégiant les créations utilitaires aux créations des auteurs ou artistes, ainsi qu'aux signes distinctifs. Cette orientation de la fiscalité privilégiée n'est pas une particularité française, puisqu'elle se retrouve dans tous les pays dotés d'incitations fiscales en faveur de la recherche et de l'innovation. Les brevets, au sens large, sont donc la cible de régimes fiscaux attractifs depuis le processus conduisant à la mise au point des inventions sur lesquelles ils portent, incitation fiscale à la R&D jusqu'au stade de leur exploitation, patent box. Les marques et les dessins et modèles constituent les parents pauvres en fiscalité de la propriété industrielle. Exclus de la fiscalité privilégiée, ils se voient appliquer les règles d'imposition de droit commun. Cette orientation des soutiens fiscaux en propriété industrielle a été confirmée par l'OCDE au cours de ses travaux sur les patent box. En effet, cette organisation exhorte les États à ne prévoir ceci qu'en faveur des brevets et des actifs fonctionnellement équivalents aux brevets. En mettant en place des soutiens fiscaux en amont et en aval, les États espèrent orienter les comportements des contribuables. Cependant, ces derniers n'utilisent pas toujours ces soutiens conformément aux prévisions des autorités publiques. De l'utilisation de la fiscalité privilégiée.
24. L'usage attendu par les États. La fiscalité privilégiée poursuit un objectif particulier. Elle est conçue afin de stimuler la recherche et l'innovation dans les pays. Les divers avantages fiscaux constituent des coûts pour les finances publiques, et les États sont en droit d'attendre des effets positifs sur leur économie. Ainsi, en octroyant le soutien fiscal en amont, ils espèrent une augmentation des dépenses de R&D des entreprises. En effet, l'intensification du niveau d'investissement en R&D serait de nature à agir positivement sur les performances économiques des entreprises concernées. Le soutien en aval rechercherait la même finalité car son objectif est d'encourager les entreprises à procéder à une exploitation locale des brevets obtenus à l'issue de leurs activités de R&D. Un pays ayant abrité des travaux de R&D peut espérer avoir des retombées économiques plus importantes si les résultats de ces derniers sont protégés et exploités sur son territoire. Ainsi, pour les États disposant d'incitations fiscales en aval, il s'agit d'inciter les innovateurs à exploiter les résultats de leur R&D sur leur territoire. Les États sont également en concurrence s'agissant du nombre de demandes de brevets auprès de leur Office national de propriété industrielle. Ils sont même régulièrement classés sur ce point, ceux recevant un nombre important de dépôts étant théoriquement considérés comme les plus innovants. Au sein de l'Union européenne, la quasi-totalité des États disposant d'une patent box ont également adopté en amont un système fiscal favorable à la R&D. L'objectif visé par ce double avantage fiscal paraît évident: inciter les entreprises à maintenir sur leur territoire les brevets provenant d'inventions mises au point localement. Les objectifs poursuivis par la fiscalité privilégiée, qu'elle soit en amont ou en aval, sont apparemment nobles et appréciables. 25. Les stratégies abusives des entreprises. Il est pratiquement impossible pour le législateur d'anticiper tous les comportements des destinataires des textes qu'il adopte. Lorsque celui-ci met en place des mesures fiscales favorables, il prend souvent le soin d'adopter des dispositions afin de limiter les abus des contribuables. Les différentes incitations fiscales en propriété industrielle sont souvent accompagnées de ce type de dispositions. Malgré l'existence de ces mesures anti-abus, les contribuables, notamment les grandes entreprises multinationales, parviennent toujours à utiliser la fiscalité de faveur à des fins de diminution de leurs impôts. Si la fiscalité privilégiée permet d'obtenir de manière légale une diminution du montant des impôts, les stratégies adoptées par certaines entreprises favorisent une réduction considérable de leur base taxable, c'est-à-dire au-delà des prévisions des États. L'allègement fiscal global en faveur de la R&D des entreprises multinationales, une fois pris en compte la réduction découlant des stratégies d'optimisation transfrontalière de celles-ci, pourrait bien dépasser ce que les gouvernements avaient prévu lorsqu'ils ont conçu ces mesures incitatives. Le risque de réduction du montant de l'impôt est encore plus prononcé concernant les patent box. En effet, ces dernières peuvent offrir la possibilité de dissocier le lieu d'exploitation des droits et celui de l'imposition. Autrement dit, les droits pourront être exploités dans un pays donné et les revenus provenant de ladite exploitation, imposés dans un autre. Le projet CEP susmentionné vise précisément à éviter cette dissociation du lieu d'imposition de celui de la création de valeur. Malgré les mesures adoptées dans le cadre de ce projet, la fiscalité privilégiée en propriété industrielle continue de soulever un certain nombre de difficultés, et il paraît utile de s'interroger sur sa cohérence. 2. La cohérence de la fiscalité privilégiée. 26. Les interrogations suscitées par l'orientation de la fiscalité privilégiée. La fiscalité privilégiée en propriété industrielle a été déclinée sous deux angles. Les incitations fiscales en faveur de la R&D, d'une part, et l'imposition à des conditions avantageuses des revenus issus de l'exploitation de certains droits, patent box, d'autre part. Le premier niveau de soutien est justifié par le besoin d'encourager les entreprises à réaliser les activités de R&D, dont les avantages sont profitables à toute l'économie. Autrement dit, dans la mesure où les avancées technologiques issues de la R&D ne se limitent pas à l'innovateur, il paraît nécessaire d'inciter ce dernier à engager celle-ci. En soutenant l'entreprise à l'origine des activités de recherche,
Les autorités publiques entendent stimuler la croissance de l'économie en raison des externalités positives, c'est-à-dire des bénéfices d'ordre général, de la R&D. L'État prend en charge une partie des dépenses de R&D des entreprises, afin d'inciter celles-ci à réaliser des innovations profitables à l'ensemble de la collectivité. Le soutien fiscal à la R&D vise donc à favoriser l'innovation tant à l'échelle des entreprises qu'au niveau macroéconomique. Lorsque certains États, disposant d'incitations fiscales en faveur de la R&D, décident d'appliquer une fiscalité avantageuse aux revenus provenant de l'exploitation des droits de propriété industrielle issus de créations techniques, ils justifient cette autre intervention par des raisons similaires: stimuler l'innovation et encourager la protection sur leur territoire des résultats des activités de R&D qui y sont menées. À la concurrence entre États liée à l'obtention de meilleures statistiques en termes de dépôt de brevets sur leur territoire national, s'ajoute une autre concurrence d'ordre fiscal relative à l'imposition attractive des revenus de la propriété industrielle. Les deux types de concurrence sont liés dans la mesure où, en prévoyant une fiscalité généreuse en faveur des revenus issus de la valorisation des brevets, les États incitent les entreprises à procéder à la protection des résultats de leurs activités de R&D sur leur territoire, notamment si celles-ci ont été réalisées localement. Même si la concurrence fiscale justifie dans une certaine mesure la mise en place d'incitations fiscales dans certains pays, les interventions étatiques en aval sont particulièrement motivées par le besoin de soutenir l'innovation et la compétitivité des entreprises locales. Cependant, si les risques, coûts et bénéfices économiques d'ordre général associés à la R&D sont de nature à justifier les incitations fiscales en amont, les raisons pour lesquelles le soutien fiscal est maintenu après la délivrance des brevets ne sont pas évidentes. Les différents droits de propriété industrielle jouent un rôle essentiel dans la création de valeur des entreprises. Contrairement aux biens physiques, les frais consacrés à la création initiale de ces droits n'ont pas en principe vocation à se renouveler, hormis les taxes de maintien en vigueur. Ces droits sont considérés, en économie, comme des biens non rivaux, c'est-à-dire ceux dont la consommation ne diminue pas la quantité disponible pour les usages futurs. Le fait de pouvoir les réutiliser sans engager de nouveaux frais de création maximise les profits susceptibles d'être retirés de leur exploitation. Pour les entreprises, l'exclusivité octroyée par les différents droits de propriété intellectuelle n'a d'intérêt que lorsque ceux-ci sont exploités. L'exploitation commerciale est d'ailleurs la seule et véritable finalité de ces droits. En dehors de leur importance économique, les droits de propriété intellectuelle jouent une fonction sociale indéniable. C'est particulièrement le cas dans le domaine de la santé publique, avec les brevets de médicaments. Les investissements permettant d'obtenir les différentes formes de protection offertes par la propriété intellectuelle améliorent le niveau de vie des populations. Pour certains auteurs, le contrat social entre la société et les titulaires des droits de propriété intellectuelle constitue le fondement de cette fonction. Ces droits seraient le produit d'une sorte de contrat social entre le créateur et la société. La théorie du contrat social repose sur le postulat suivant: la société ayant besoin des droits de propriété intellectuelle afin d'assurer son développement, concède une récompense aux créateurs en contrepartie de laquelle ceux-ci rendent leur création accessible à toute la collectivité. Déjà en 1932, une décision de la Cour suprême américaine mettait en évidence ce contrat social. Pour cette Cour, l'unique intérêt pour les États-Unis et le principal objectif poursuivi en conférant un monopole d'exploitation résidant dans les avantages retirés du travail des créateurs, le droit d'auteur comme le brevet constituant la récompense octroyée par le public en contrepartie du travail de ceux-ci. Cet intérêt se manifeste aussi par la limitation des droits des titulaires au profit de la société. On peut par exemple citer les différentes exceptions prévues en droit d'auteur, le mécanisme des licences d'office de brevet dans l'intérêt de la santé publique, ou de l'économie nationale, ou encore la prohibition de la publicité en faveur des marques de tabac. Les droits de propriété industrielle constituent eux-mêmes des avantages octroyés aux entreprises afin de faciliter leurs activités économiques, étant entendu que l'usage de ces titres devrait aussi répondre à certains besoins des populations et améliorer la qualité de vie de celles-ci. Si ces droits sont perçus comme un soutien accordé à leurs titulaires,
Il est raisonnable de s'interroger sur le bien-fondé du soutien fiscal dont bénéficient ceux protégeant les résultats de la R&D technologique, c'est-à-dire les brevets. Si le soutien à l'innovation justifie la mise en place d'incitations en faveur des brevets, le peu d'attention fiscale à l'égard des autres droits de propriété industrielle, marques et dessins et modèles, semble suggérer que ces derniers ne seraient pas impliqués dans le processus conduisant à la mise sur le marché de nouveautés. La fiscalité de faveur en propriété industrielle suscite un certain nombre d'interrogations, non seulement en raison de la possibilité de réduction de la base d'imposition qu'elle offre, mais surtout au regard du bien-fondé des incitations fiscales privilégiant les brevets que ce soit directement ou indirectement. L'objet de la présente étude est de déterminer si la fiscalité privilégiée en propriété industrielle est satisfaisante telle qu'elle existe aujourd'hui dans plusieurs pays, notamment de voir si le fait de cibler uniquement les droits et activités liées à la technologie permet de soutenir efficacement l'innovation. En d'autres termes, la mise en place d'incitations fiscales privilégiant les créations techniques en propriété industrielle est-elle en cohérence avec la finalité recherchée, à savoir le soutien à l'innovation ? Cette orientation de la fiscalité privilégiée peut s'analyser comme étant une prise en compte par le droit fiscal de l'importance juridiquement reconnue des brevets en matière de soutien à l'innovation. En effet, compte tenu des conditions nécessaires à l'obtention de la protection, nouveauté, activité inventive et application industrielle, le brevet est considéré comme le droit de propriété industrielle présentant d'assez forts liens avec l'innovation. Il est possible de se demander s'il n'existerait pas une certaine exagération de l'importance des brevets en matière d'innovation, au regard de l'attention fiscale dont ils font l'objet. Alors que les inventions brevetées sont traitées favorablement dans les pays disposant de la fiscalité de faveur, l'exclusion quasi systématique des droits de propriété industrielle ne provenant pas d'activités technologiques peut surprendre. La conception moderne de la notion d'innovation englobant nécessairement des aspects non technologiques permet de s'interroger sur la logique guidant la mise en place de la fiscalité privilégiée en propriété industrielle. Ainsi, au-delà des considérations liées aux pratiques fiscales dommageables, l'étude permet surtout d'analyser le bien-fondé d'une fiscalité de faveur essentiellement technologique. 27. La démarche de l'étude. Même si le contexte concurrentiel pousse certains États à mettre en place une fiscalité privilégiée afin de ne pas rester en marge de cette tendance, le soutien à l'innovation et à la croissance économique demeure, comme mentionné précédemment, la principale justification de celle-ci. Les incitations fiscales en propriété industrielle visent à orienter les comportements d'une catégorie précise de contribuables, c'est-à-dire les entreprises. C'est la raison pour laquelle l'étude aborde essentiellement la fiscalité de faveur au regard de celle-ci. Dans la mesure où les incitations fiscales objet de la présente thèse sont applicables à l'imposition directe des entreprises, la fiscalité indirecte ne sera pas envisagée. Par ailleurs, l'étude n'est pas consacrée à la fiscalité privilégiée d'un seul pays, car les différents régimes de faveur à travers le monde ciblent les droits issus de créations techniques. Ce constat permet d'envisager la situation des pays concernés d'une manière globale. L'étude concerne principalement la fiscalité privilégiée, mise en place dans les États membres de l'OCDE. En effet, cette organisation rassemble les États offrant le plus d'incitations fiscales en faveur de la recherche et de l'innovation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.